Voilà, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la nouvelle application LS. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire aujourd'hui qui porte sur, c'est un webinaire spécial puisqu'on en a eu un la semaine passée, on en aura encore un la semaine prochaine, mais qui est en lien avec l'actualité puisque la nouvelle application Liaison au sol est disponible depuis le 1er avril. Et donc, on va, au fur et à mesure de cette présentation, découvrir ce qu'il en est. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire peut-être les rappels d'usage donc par rapport au fonctionnement du webinaire. Donc, cette présentation est enregistrée et on mettra le replay à disposition, bien évidemment, des participants. Au niveau du programme, donc, on aura plus ou moins 40 minutes de présentation et il y aura en fin de séance un moment de questions-réponses. Alors, vous l'aurez certainement remarqué, chaque participant a par défaut son caméra et son micro qui est coupé, mais on a l'onglet Conversation qui vous permet d'échanger avec nous et l'icône spécifique questions-réponses pour directement poser vos questions si vous souhaitez interpeller nos orateurs sur l'application. Et donc, cette présentation, elle va être faite par nos collègues Gilles Huet et Guillaume Hulin, qui je vais leur laisser la parole pour peut-être dans un premier temps se présenter et expliquer la direction dans laquelle ils travaillent. Donc, nous travaillons au niveau de la direction de l'identification et des surfaces. Donc, brièvement, c'est une direction qui est composée de 7 services. Alors, plus ou moins 2 pôles. Un pôle plus exploitation avec un service de l'identification, le service liaison au sol, le service de gestion autonome et animale, et alors un pôle plus surfacique avec le service des demandes uniques, le service de signalétique des surfaces et des éléments du paysage, le service de contrôle de suivi et enfin un service de support transversal. Donc, pour ma part, je travaille entièrement au niveau du service liaison au sol. Voilà, Pour ma part, je travaille avec Guillaume Hulin sur le service liaison au sol, mais je travaille également dans le service identification. Voilà, merci Gilles et Guillaume. Je vous propose de partager votre PowerPoint maintenant. Oui. Je vais arrêter le partage. Voilà, c'est bon, il est bien affiché. Très bien. Voilà, donc je vous aide la parole et peut-être avant de parcourir l'application, de réexpliquer un petit peu pour tout le monde qu'est-ce qu'on entend par liaison au sol. Oui, donc tu peux déjà montrer le... Donc, on va parcourir effectivement ce qu'est liaison au sol, puis on passera rapidement sur pourquoi est-ce qu'on a changé d'application, on est en train de changer d'application, avant de faire vraiment la démonstration de la nouvelle application, et on fera un focus sur la procédure pour octroyer un mandat qui a changé également. Donc, au niveau du contexte, comme on l'a dit, les contrats d'épandage et de pâturage proviennent d'une obligation qui découle du Code de l'eau et du programme de gestion durable de l'azote. Donc, où il est prévu que tout export d'effluents à destination d'une exploitation agricole doit faire l'objet d'un contrat d'épandage ou de pâturage. Et donc, dès que l'exploitant a son taux de liaison au sol interne, donc il ne prend pas en compte les exports supérieurs à l'unité, il doit conclure des contrats pour que le taux de liaison au sol global ou zone vulnérable soit conforme et donc inférieur ou égal à 1. Donc, c'est quoi le taux de liaison au sol? Donc, c'est un indicateur de la balance azotée organique des exploitations agricoles. Donc, on compare la quantité d'azote organique produit au sein de l'exploitation en Wallonie par le cheptel qui est détenu au cours de l'année civile. À ça, on va rajouter ce qui est importé par contrat et mouvement, et on retire ce qui est exporté, et on compare ça avec la quantité d'azote organique épandable sur les surfaces agricoles de l'exploitation. Donc, au niveau de l'import-export, c'est donc les points qui sont en bleu, et c'est la première partie de notre application ne concerne donc que les notifications de contrat et de mouvement. Et donc, dans un deuxième temps, au fil du temps, donc au cours de l'année 2025, nous arriverons avec d'autres fonctionnalités pour le calcul du LS, faire des simulations, voir où en est votre dossier et des choses comme ça. Et donc, il faut retenir que votre taux de liaison au sol augmente en cas d'import par pâturage. Donc, un import par pâturage, c'est lorsque vous mettez à disposition vos parcelles pour héberger les animaux d'un tiers ou par transfert d'effluents, et le LS diminue en cas d'export. Donc, pourquoi est-ce qu'on revoit le processus applicatif? Donc, historiquement, il y a toujours eu 2 voire 3 départements impliqués dans la matière.
Et donc, l'organisme payeur s'est toujours occupé de la partie surfacique et de la partie animale, tandis que le calcul du LS, les transferts de mouvements étaient gérés au niveau d'un autre département, le département sol et déchets. Et donc, il y avait deux applications qui sont toutes les deux assez vieillissantes et développées avec des technologies obsolètes. Et pour la partie qui était développée par l'autre département, c'était fait par une société externe. Et donc, il est très difficile d'intervenir si on veut la faire évoluer ou corriger des bugs et des choses comme ça. Et donc, il y avait en plus le site Internet que les agriculteurs connaissent pour la notification électronique. Et donc, depuis le 1er juillet 2019, l'ensemble de la matière a été centralisé au niveau de l'organisme payeur de Wallonie. Et donc, par facilité, on refond les trois outils en une seule application. Donc, ça nous permet de diminuer les risques dus au transfert de données entre les applications et au fait que pour une partie de l'application, il n'y avait plus de support informatique. Ça permet de tout intégrer dans un seul environnement et de mettre plus facilement les données à disposition sur Internet pour les producteurs et autres. Et ça nous permet de déjà intégrer quelques évolutions qui ont eu lieu depuis notre prise de matière dans les notifications de contrats et de mouvements. Alors, pour notifier ces contrats et ces mouvements, c'est donc bien une obligation légale quand le destinataire est une exploitation agricole. Il y a trois modalités, ça reste la même chose, étant donné que la législation n'a pas changé. Soit par Internet, directement par le producteur via l'application, c'est donc ça qu'on a changé actuellement. Au lieu de passer par le site Internet de la Direction de la protection des sols, ça sera via la nouvelle application depuis le 1er avril. Soit vous passez par un mandataire, là, ce qui change, c'est la façon d'octroyer le mandat. Et donc, pour l'agriculteur, il n'y a que ça qui change. Pour le mandataire, il y a aussi le fait que l'application a changé pour lui. Donc là, c'est une vue pour un mandataire. Il a accès à tous les dossiers des agriculteurs concernés. Et enfin, il reste la voie des formulaires envoyés à l'administration. Donc là, il y a une voie qu'on peut qualifier de papier ou par mail. Et donc là, les délais de notification prévus dans la législation sont différents de la voie informatique par Internet ou par un mandataire. Alors, avant de rentrer vraiment dans la démonstration de l'application, nous avons repris quelques notions qu'on va un peu décrire pour vous permettre de mieux vous raccrocher lors de la présentation de l'application en tant que telle. Donc, vous connaissez tous deux types de contrats, le contrat d'épandage, le contrat de pâturage. Et au sein de chaque contrat, il y a différentes catégories qu'on peut classifier et différer. En vert, ce sont tous les cas qui étaient déjà notifiables via le site de la DPS. Et en noir, ce sont des cas particuliers qui seront possibles maintenant. Mais donc, dans la grande majorité des cas, les agriculteurs sont toujours dans la première situation, donc contrat en région wallonne avec un partenaire. Donc, la production d'effluents a lieu en Wallonie et les parcelles pour l'épandage sont aussi en Wallonie. Ça, c'est vraiment la grande majorité des cas. Il y a aussi le contrat avec une station de biométhanisation, qui va prendre les effluents des agriculteurs. Et il y a la possibilité de faire un contrat avec un particulier. Donc ces trois modalités étaient déjà présentes sur le site de la DPS. On a rajouté la possibilité de faire un contrat interrégional, donc là, la production d'effluents en Wallonie et les parcelles pour l'épandage en Flandre. On reviendra plus en détail après sur le fonctionnement. Donc ce n'est que dans ce sens-là. Donc la production d'effluents en Flandre vers des parcelles en Wallonie, si ce n'est pas le même producteur, ça, ce n'est pas autorisé. Alors pour les contrats de pâturage, oui, j'ai oublié de dire, tous les tableaux qu'on vous présente sont disponibles aussi dans le manuel d'aide qui est accessible quand vous vous connectez dans l'application, dans la rubrique aide. Donc pour les contrats de pâturage, ici, les phrases sont un peu longues, mais vous verrez dans l'application, c'est plus simple. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir d'où viennent les animaux, où sont hébergés les animaux en général et où sont situées les parcelles pâturées, de façon à pouvoir bien calculer l'import-export dans le calcul du taux de liaison au sol. Donc, même process. En vert, c'est ce qui est déjà possible de faire. Donc, le cas majoritaire, les animaux sont d'habitude détenus dans un bâtiment en Wallonie et les parcelles du tiers qui vont servir au pâturage sont aussi situées en Wallonie. Il y a les cas avec le particulier, donc une personne qui n'est pas identifiée au CIGEC, soit comme détenteur d'animaux, soit comme exploitant de parcelles. Et alors, les cas en noir, ce sont des cas qu'on a mis en place pour permettre de faire rentrer dans l'application des cas particuliers de pâturage transrégional entre la Wallonie et la Flandre pour les deux premiers. Et pour le dernier, c'est si vous faites pâturer, si un producteur est actif des deux côtés de la région linguistique et donc qui doit
il doit renseigner au sein de son exploitation qui va faire pâturer ses animaux en Flandre ou inversement en Wallonie. Alors, nous avons aussi... oui, tu peux continuer. Voilà. Au niveau des différents statuts des contrats, donc tous ces tableaux, donc oui, vous les retrouvez dans le manuel d'aide. Il y a différents statuts pour les contrats, donc c'est simplement une aide pour vous pour mieux les filtrer sur l'application et les retrouver. Au statut brouillon, ben, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un brouillon, donc il n'y a que l'encodeur qui y voit accès, personne d'autre, que ce soit l'administration ou l'autre partie, personne ne voit les contrats au statut brouillon tant qu'ils ne sont pas soumis. Donc ça, c'est la seconde étape, c'est vous soumettez votre contrat à l'administration. Et alors, ben, soit il passe au statut soumis, ça veut dire que sa date de début de validité n'a pas encore débuté. Si c'est un contrat de dépendage, vous pouvez quand même déjà réaliser vos pré-notifications. Et il passera au statut actif uniquement quand la date du jour sera égale à la date du début du contrat. Alors, il y a un cas particulier, c'est le statut demande de soumission. Donc, il y a, bon, sans rentrer dans trop de détails, pour les contrats d'épandage, ça va arriver au statut de demande de soumission lorsque, lorsque le cédant dispose d'une dérogation faible production. Donc, c'est quoi la dérogation faible production? Le PGDA prévoit que lorsque le cédant dispose de cette dérogation, donc ce qui veut dire que le cheptel détenu sur son exploitation n'a jamais dépassé 2500 kg d'azote organique par an, il peut justifier ces échanges uniquement avec un contrat. Donc, il doit faire un contrat, mais il ne doit pas faire les notifications de mouvement pré- et post-notification. Donc, pour avoir la dérogation la première fois, il faut en faire la demande. Et si vous êtes dans les conditions, ben, l'administration vous envoie la dérogation. Et une fois que vous êtes dans le système, ben, chaque année, on vérifie que la condition est toujours remplie. Et donc, pour ces contrats-là, lorsque vous allez renseigner que les parcelles pour l'épandage sont en Flandre, eh bien, ça arrive dans ce statut parce que nous, on va suivre ce contrat pour vérifier qu'au niveau de la Messbank en Flandre, ils sont bien au courant de l'information, parce que même si vous faites le contrat de notre côté, il n'empêche que vous devez le signaler à la Messbank vu que c'est des effluents qui rentrent en Flandre. Et donc, on va vérifier que les informations sont cohérentes par rapport à ce qui est déclaré à la Messbank. Alors, il y a le contrat avec un type de matière analysée. Bon, là, on l'a mis dans ce statut, mais on a changé notre fusil d'épaule, donc il n'arrivera pas au statut de demande de soumission. Donc là, le PGDA prévoit que si vous estimez que la teneur en azote organique de vos effluents ne correspond pas à la teneur prévue légalement, théorique dans la législation, vous pouvez réaliser des analyses. Donc, le PGDA prévoit quoi? Que l'analyse a une durée de validité maximum de 3 ans et qu'elle doit être validée par la structure d'encadrement qui est en région wallonne, la SBL Protecto. Donc, une fois que vous allez faire un contrat avec avec un type de matière analysée, vous allez devoir renseigner la valeur de l'analyse, vous allez devoir joindre le document d'analyse, et puis une fois que ça sera fait, votre contrat va directement passer au statut actif. Vous pourrez faire des mouvements, mais de notre côté, au niveau de l'administration, nous allons être notifiés, et donc on va simplement vérifier que ben, la durée de validité de l'analyse est encore bonne, donc le respect des 3 ans, et nous allons vérifier s'il a bien été validé par la structure d'encadrement. Si c'est le cas, ben, pas de souci, on valide la demande. Si ce n'est pas le cas, ben, on va vous recontacter pour voir si vous en avez une plus récente, si c'est une question de date, ou on prendra contact avec Protecto si c'est un problème de validation pour s'assurer qu'il valide bien l'analyse. Et donc, si c'est le cas, ben, ça sera validé. Si pas, on revient aux valeurs théoriques du PGDA pour tous les mouvements pris en compte sur le contrat. Au niveau des contrats de pâturage, c'est le même. C'est la même logique, donc ça passe au statut demande de soumission lorsque vous allez indiquer que vous allez mettre vos animaux en pâture sur des parcelles en Flandre. Donc c'est parce que nous, de notre côté, on doit vérifier auprès de la Messbank qu'ils sont bien au courant également. Le contrat au statut actif, nous en avons déjà parlé. Donc expiré, c'est simplement lorsque la durée de validité du contrat est terminée, donc il passe au statut expiré, vous ne pourrez plus réaliser de notification de mouvement dessus si c'est un contrat d'épandage. Un contrat annulé, c'est un cas particulier. Vous ne pouvez pas faire la demande d'annulation via l'application, mais vous pouvez nous contacter si vous estimez que c'est pour des cas d'erreurs flagrantes, d'erreurs manifestes d'encodage, des doublons, des situations en cas de recours. Enfin, voilà, c'est pour pouvoir annuler le contrat. Et donc, une fois qu'il est annulé, on considère que c'est comme s'il n'avait jamais existé.
La demande de résiliation, donc là, c'est une nouveauté, c'est si vous voulez mettre une date de fin anticipée à un contrat, vous avez la possibilité de cliquer sur demande de résiliation. Et donc, dans ce cas-là, si c'est un contrat d'épandage, ben, une fois que la demande sera traitée, si le contrat est résilié, c'est le statut suivant, mais vous ne pourrez plus réaliser le mouvement dessus. Donc, vous serez déjà bloqué dès que vous aurez demandé la résiliation. Si c'est un contrat de pâturage, la conséquence sera que la date de fin du contrat sera mise à la date de demande de résiliation et automatiquement le système va recalculer les kilos d'azote pris en compte dans le pâturage. Donc, c'est pour des cas spécifiques où vous prévoyez en début de pâturage que vos animaux vont aller pâturer chez un tiers durant 200 jours, par exemple, et puis en fonction des conditions climatiques ou autres, vous rentrez les bêtes avant la fin, vous pouvez mettre fin au contrat et automatiquement les kilos d'azote se recalculeront. Nous avons aussi caractérisé des statuts pour les mouvements, donc pour vous permettre de mieux les retrouver. Donc, même principe, un mouvement au statut brouillon, c'est vous êtes en train d'encoder votre pré-notification et vous ne l'avez pas encore soumis, il n'y a que vous qui avez accès à l'information. Si vous envoyez la pré-notification donc avant de faire le mouvement, donc via l'application, les délais légaux, donc le mouvement doit être notifié avant le transport. Si c'est par la voie papier, ça doit nous être transmis 2 jours avant le transport. Donc là, une fois qu'ils sont pré-notifiés, ils sont au statut pré-notifié. Il y a également le statut annulé pour la même raison. Si pour une raison ou une autre, c'est une erreur d'encodage, des erreurs manifestes d'encodage, l'administration peut les annuler sur base d'éléments probants. Le statut post-notifié, c'est quand vous avez confirmé dans les 15 jours prévus dans le PGDA pour réaliser cette confirmation du mouvement. Donc si vous prévoyez un mouvement, que vous prénotifiez une certaine quantité, et puis pour finir, vous ne faites rien du tout, ben, vous pouvez bien sûr, enfin vous devez bien sûr post-notifier à 0 le mouvement, et comme ça, c'est bien pour confirmer que vous aviez prévu prénotifier une quantité échangée, mais que finalement, vous ne l'avez pas réalisé. Alors, le statut délai dépassé, c'est pour vous permettre de mieux voir les éventuels mouvements qui auraient été dans le cas. Donc, comme vous le savez, le PGDA impose que la post-notification soit réalisée dans les 15 jours qui suivent la date du mouvement annoncé. Donc, passé ce délai, il ne vous est plus possible de post-notifier. Et donc, c'est très important parce qu'au niveau toujours de la législation, est prévu qu'un mouvement non post-notifié dans le délai sera considéré comme exécuté au niveau du preneur. Donc, on va bien lui calculer un import dans son calcul de LS, mais il sera considéré comme non exécuté pour le cédant. Donc, on ne fera pas d'export dans le calcul du LS du cédant pour ce mouvement. Donc, il faut savoir que tous les mouvements qui ne seront pas pré-notifiés après 10 jours, vous recevrez un email automatiquement et un message sur le guichet de l'agriculture. Donc, pour que vous receviez un email, il faut vérifier que vous avez bien communiqué une adresse mail au niveau de la fiche partenaire de votre numéro de producteur. Donc, ça, vous pouvez prendre contact avec votre service extérieur et que cette adresse mail, a bien été validée. Donc, si elle est validée, nous, on envoie le mail. S'il n'y a pas d'adresse mail validée, nous ne pouvons pas l'envoyer. Nous envoyons le mail aux 2 parties du contrat pour que tout le monde soit au courant, pour essayer de ne plus avoir trop de mouvements non post-notifiés dans le délai, vu les conséquences que ça a. Et alors, le cas particulier, c'est la demande de post-notification. C'est exactement la même chose qu'au niveau des contrats, mais ici, c'est si vous exportez des effluents vers la Flandre et que vous n'êtes pas un cédant avec la dérogation, mais on ne va pas interroger la Flandre au niveau du contrat, mais à chaque mouvement que vous ferez, on interrogera la Messbank pour voir s'ils sont bien au courant, vu qu'au niveau de la Messbank, ils enregistrent bien tous les mouvements au niveau de chaque mouvement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous recevez aussi un email et un message. Les 2 parties reçoivent un email à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est créé sur le site, soit par eux, soit par l'autre partie. Donc, si un cédant fait un mouvement ou crée un contrat sur le site avec un autre producteur, les 2 parties, une fois que ça sera pré-notifié pour les mouvements, une fois que ça sera post-notifié à chaque étape, ou une fois que vous soumettrez le contrat, vous recevrez un email pour vous avertir qu'il y a eu un contrat réalisé avec vous, soit c'est vous qui l'avez fait, soit c'est l'autre partie, et de nous contacter en cas de souci. C'est pour être sûr que les 2 parties, vu que l'opération ne se fait que par une des 2 parties, mais comme ça, on informe bien les 2 parties de ce qui s'est fait. Voilà, ce qui me concerne. Oui, je vais reprendre la main. Merci Guillaume pour vous parler de quelques derniers concepts clés pour l'application avant de passer à la vidéo de démonstration. Donc, pour se connecter à l'application, c'est une connexion propre à chacun via la carte d'identité ou via l'application It's Me.
Actuellement, c'est les deux seuls moyens de connexion, mais on travaille sur d'autres moyens de connexion aussi sécurisés. Pour pouvoir se connecter et visualiser l'application pour un partenaire donné, il est nécessaire d'être membre du partenaire ou d'être mandataire. Pour la partie mandat, on la verra par la suite. Pour créer un nouveau contrat, vous devez identifier le partenaire, enfin, l'autre partie. Donc, si vous êtes cédant, vous allez devoir identifier le preneur. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin de deux choses, le numéro de partenaire et le code postal de l'autre partie. Alors, le numéro de partenaire, dans la majorité des cas, c'est le numéro de producteur dans un format un peu différent. Donc, comme on le voit ici, les 3 zéros du début sont supprimés et le tiret avant les deux derniers chiffres également. Donc ça, c'est pour la majorité des cas. Maintenant, on va passer à une petite vidéo démonstrative de l'application où on va passer en revue dans l'ensemble de l'application. Pour cette vidéo, on a créé des partenaires fictifs pour le respect du RGPD. Donc, le seul nom que vous allez voir apparaître, c'est mon nom en haut à droite. Le reste, c'est des numéros et des noms complètement fictifs. L'application est disponible à l'adresse que l'on voit ici au-dessus. Vous allez avoir accès à la présentation dans lesquelles les liens sont directement actifs et donc il n'y aura plus qu'à cliquer sur le lien pour y avoir accès. Alors, on va passer sur la vidéo en tant que telle. Et donc une fois qu'on est connecté, on arrive sur cette page d'accueil. Donc, il y a le nom de la personne physique en haut à droite, le nom du partenaire et son numéro juste au-dessus. Et alors, on a ici accès à deux modules, le module Mes contrats, le module Mes mouvements. Dans un troisième temps, il y aura un module sur les simulations qui sera développé et qui apparaîtra ici aussi. On va rentrer dans le module Mes contrats pour commencer. Et ici, on a la liste de l'ensemble des contrats au statut actif, brouillon et soumis euh, qui sont disponibles, tant les contrats de pâturage et d'épandage. On a un petit filtre sur le dessus qui permet, une fois désactivé, de voir les contrats annulés et résiliés. On remet le filtre pour une plus de clarté. Et donc, au-dessus, on a deux boutons bleus qui nous permettent de créer des nouveaux contrats d'épandage et de pâturage. On le verra par la suite également. L'application, il y a deux visions possibles, deux modes d'affichage. Le mode tableau, comme on voit ici, ou le mode liste, comme on avait juste avant. Donc, les informations sont exactement les mêmes. C'est juste une question de confort en fonction des personnes. Il y a une barre de recherche qui permet de faire des recherches rapides via les différents statuts. Donc, par exemple, le statut soumis ou simplement en renseignant des caractères. Donc, par exemple, un numéro de contrat, une partie d'un numéro de producteur. Donc, ici, avec le contrat numéro 130, on retrouve le contrat d'épandage. Et donc, voilà, ça permet cette recherche-là. Quand on clique sur le contrat, on a le détail qui apparaît sur la droite avec les types de contrats que Guillaume vous a présentés juste avant. Les informations sur le cédant et les preneurs, donc numéro de partenaire et la dénomination, la période du contrat, les matières qui sont concernées par ce contrat, et le système calcule automatiquement la quantité d'azote organique totale du contrat, donc dans ce cas-ci, la quantité annuelle. On a trois boutons sur le dessus également, donc un bouton pour réimprimer le document, un bouton pour demander la résiliation ou aller vers les mouvements qui sont liés spécifiquement à ce contrat. On a la même chose pour les contrats de pâturage. Donc voici le détail, donc les informations sur le cédant et le preneur, la période du contrat, les parcelles qui sont concernées par ce contrat de pâturage, et les animaux, donc la spéculation, la catégorie, le nombre, et le système calcule automatiquement la quantité d'azote organique liée à ce contrat-là. Maintenant, si on crée un nouveau contrat via le bouton bleu au-dessus, on va commencer par le contrat d'épandage, on arrive directement sur le formulaire à compléter. Et donc, le type de contrat doit être sélectionné au moyen de la petite bulette en début de phrase. Donc, il y a les 4 types de contrats que Guillaume a présentés. Et alors, ensuite, on doit identifier quelle partie du contrat on est. Donc, dans ce cas-ci, pour l'exemple, on a pris le cédant. On sélectionne le type de contrat, donc un contrat en région wallonne. Et alors, apparaissent le reste du formulaire, donc les informations sur le preneur. Donc, comme je l'ai dit, il y a le numéro de partenaire qui est nécessaire et le code postal associé à ce partenaire.
Une fois qu'on a trouvé le partenaire, le reste du formulaire apparaît, donc la période, donc la date de début, la durée, les matières concernées. On peut ajouter différentes matières, donc la quantité également. Entre parenthèses, on a les valeurs théoriques qui sont présentes. Et donc, au moyen de la liste déroulante, on peut aller rechercher la matière concernée. Et en dessous, on a la quantité d'azote organique totale calculée automatiquement par le système, comme je l'ai déjà dit, et également deux boutons. Donc, le bouton enregistrer et le bouton soumettre. Le bouton enregistrer va faire en sorte que le contrat sera en statut brouillon. Le bouton soumettre va envoyer les données dans la base de données de l'administration. Et donc, on a un petit message ici qui nous dit que justement les données vont être introduites dans la base de données de l'administration. Donc, il faut le valider. Et enfin, on arrive sur un aperçu, un dernier aperçu, donc qu'on peut modifier ou confirmer. Si on confirme, les données sont envoyées. Donc, on va confirmer dans ce cas-ci. Et on arrive directement sur la version imprimable du document. Donc, les signatures doivent être réalisées de manière manuelle. Et donc, on doit imprimer le document au moyen du bouton imprimer. Et dans ce cas-ci, le contrat d'épandage numéro 137 a été créé avec les données qu'on vient d'introduire automatiquement. La même chose pour les contrats de pâturage. Donc, en cliquant sur le bouton bleu au-dessus, on arrive sur ce formulaire, on sélectionne la partie que l'on est, d'où viennent les animaux, donc soit de Wallonie, soit de Flandre. Même chose avec les parcelles, si les parcelles sont en Wallonie ou en Flandre, ou chez un particulier. Donc, pour l'exercice ici, on a choisi des parcelles en Wallonie. On renseigne le numéro de partenaire. On renseigne la date de début, la durée du contrat, les parcelles concernées par ce contrat de pâturage. On peut rajouter plusieurs parcelles. Et alors, on sélectionne les animaux, la catégorie associée et leur nombre. À nouveau, on peut rajouter différentes spéculations et différentes catégories. Et le système va calculer automatiquement la quantité d'azote organique concernée par ce contrat. À nouveau, les deux boutons sont les mêmes, enregistrer ou soumettre, que les contrats d'épandage. On arrive sur un aperçu que l'on confirme et on arrive à nouveau sur la version imprimable du document pour signature. Et donc là, on a créé deux contrats, un contrat d'épandage, le numéro 137, un contrat de pâturage, le numéro 138. Et alors, on va passer au mouvement associé au contrat d'épandage. Donc, pour créer des mouvements, deux façons, soit directement via le contrat et le bouton bleu ici, et alors on a au-dessus le gros bouton bleu qui permet de créer un nouveau mouvement. Ici, la liste est vide parce que c'est les mouvements liés au contrat 137 qu'on va créer, donc il n'y a pas encore de mouvement associé. Si on prend le même lien pour un autre contrat, on voit qu'on a les mouvements spécifiquement créés pour ce contrat-là. Une autre façon de créer un mouvement est de passer par le module Mes mouvements qui est présent sur la page d'accueil. Et là, on a l'ensemble des mouvements avec les statuts associés, donc pré-notifiés ou post-notifiés ici. L'affichage est similaire au module Mes contrats. Et donc, en cliquant sur le contrat, on a le détail sur la droite avec le bouton post-notifié au-dessus et le lien vers les contrats. Si on crée un nouveau mouvement, on doit sélectionner la matière. Donc, il faut bien cliquer sur la matière liée à un contrat. Donc, d'abord, retrouver le contrat. Donc, ici, on a créé le contrat 137. On va rechercher ce contrat-là. On sélectionne la matière. Donc, ici, on fait un échange de fumier de bovin. Et alors, le formulaire apparaît automatiquement. Et donc, dans un premier temps, on doit sélectionner la destination première des effluents, la date du mouvement, la quantité prévue pour ce mouvement. Donc, dans ce cas-ci, on a sélectionné 90 tonnes et le nombre de transports associé sur la... c'est 50 tonnes, pardon. Et le nombre de transports associés pour ce mouvement. On confirme et si on peut revenir en arrière pour modifier. Donc, ici, on va reconfirmer et on arrive à nouveau sur la version imprimable du document. Et là, on a donc un mouvement le mouvement 91 qui est pré-notifié.
si on n'arrivera pas à le post-notifier pour l'exemple ici, c'est pourquoi on va aller post-notifier un autre mouvement préalablement créé, donc le mouvement 87. Et donc on voit que c'était un mouvement, la quantité prévue était de 25 tonnes. On va cliquer sur le bouton post-notifier en vert au-dessus. Et donc on va aller renseigner la quantité confirmée. Donc ici on fait bien la post-notification, donc on va post-notifier 20 tonnes, alors qu'on avait pré-notifié 25 tonnes. Et donc en post-notifiant, on confirme. À nouveau, on arrive sur la version imprimable du document qui doit être signée. Et on retrouve l'ensemble des données qu'on avait introduites pour ce mouvement. Et donc, voilà, il faudra imprimer le document et le signer. Et alors, le mouvement passe automatiquement dans le statut post-notifié. Il reste un dernier bouton qui ici est grisé au-dessus de créer, enfin, à côté du bouton créer un nouveau mouvement, c'est pour créer des mouvements transfrontaliers. Donc pour que ce bouton soit dégrisé, il faut que votre exploitation soit reconnue comme étant transfrontalière et dans ce cas-là, vous pourrez réaliser des mouvements transfrontaliers. Donc voilà pour la vidéo de présentation de l'application. Une vidéo est disponible également sur Internet, et donc dont on vous passera le lien avec le manuel d'utilisation. Quelques informations maintenant également par rapport au basculement et à la période transitoire que l'on a connue. Donc, l'application est disponible à partir du 1er avril et le site de la DPS, lui, a été utilisable jusqu'au 15, donc jusque mardi, pour les post-notifications des mouvements qui étaient réalisés avant le 1er avril. Donc, pour tous les nouveaux contrats, on doit utiliser la nouvelle application. Maintenant, le site de la DPS n'est plus utilisable. Et alors, il y a eu pour les éventuelles erreurs d'encodage, donc des encodages, des pré-notifications sur le site de la DPS au-delà du 1er avril ou des post-notifications de mouvements préalablement créés sur le site de la DPS. Ne vous inquiétez pas, les données ont été migrées et elles seront recorrigées. Et si vous avez, si vous vous souvenez que, si vous avez en tête effectivement que des erreurs ont été commises, n'hésitez pas à nous prévenir pour bien qu'on puisse vérifier les corrections. Maintenant, je vous propose de passer un petit peu sur les mandats, parce que la procédure de mandat a changé. Donc avant, c'était un mandat sur le site de la DPS, et du coup, maintenant, on est passé à un mandat via PaconWeb, comme les mandats réalisés notamment pour la déclaration de superficie et autres. Et donc, la procédure de mandat, il y a un manuel d'aide dans PaconWeb qui est disponible, mais pour la résumer, voici comment créer un mandat. Donc, allez dans PaconWeb, cliquez sur Mes mandats, qui est l'icône en mauve que l'on voit ici. Puis alors, je suis un mandant, je consulte, j'octroie ou je révoque mes mandats, octroyer un mandat. L'opération que l'on mandate, c'est l'opération d'encodage des contrats d'épandage, de pâturage, des mouvements d'effluents et simulation du taux de liaison au sol. Donc, le mandataire pourra réaliser les simulations du taux de liaison au sol lorsque ce module-là sera développé, donc comme l'a dit Guillaume, en cours d'année. Et alors, par la suite, c'est de renseigner le numéro de mandataire du mandataire que vous avez choisi. Et un point important, c'est que pour pouvoir être sélectionné, le mandataire doit être enregistré avec un numéro de mandataire dans le SIGEC. Donc, si la personne ne dispose pas d'un numéro de mandataire, elle peut en faire la demande pour pouvoir être mandataire pour votre exploitation dans le futur. Alors, voilà pour la procédure de mandat. Et alors, on arrive sur la fin de la présentation. Donc, en guise de conclusion, la nouvelle application pour l'encodage des mouvements et des contrats via Internet est plus intuitive, dispose de la technologie actuelle et est disponible sur le guichet de l'agriculture avec l'adresse qui est ici. Elle est utilisable depuis le 1er avril. Et alors, la création des mandats passe via l'application Mes mandats de PaconWeb. Voilà pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Je rajouterai juste un point que nous n'avons pas précisé. Il s'agit d'une application responsive, donc ça veut dire qu'elle est disponible sur
l'ordinateur, mais les tablettes et également les smartphones. Donc, vous pouvez, sur la version smartphone et tablette, vous pouvez également installer l'application sur sur votre téléphone. Et donc, la procédure pour l'inscrire est renseignée dans la rubrique d'aide sur l'application. Ok, ben en tout cas, tout grand merci à tous les deux pour cette présentation. Nous avons déjà relevé certaines questions dans l'icône questions-réponses. Donc, il y a une première question de Ingrid Mertens qui demande, faut-il aussi un contrat avec une centrale de biométhanisation si on reçoit des substances après des processus de biométhanisation? Autrement dit, est-ce que l'agriculteur qui utilise du digestat sur ses parcelles, doit-il le déclarer? Alors, au niveau des digestats, ça c'est toujours géré par la direction de la protection des sols, donc il n'y a pas de contrat. C'est une déclaration annuelle. Enfin, il y a deux processus. Normalement, c'est la déclaration annuelle que les stations de biométhanisation font au niveau de la direction de la protection des sols pour le déclarer. Et ils savent encore, eux, via l'ancien site de la DPS, réaliser des mouvements de matière organique. Donc, ce n'est pas dit qu'à terme, on ne va pas le permettre dans l'application liaison au sol, mais comme actuellement, ce ne sont pas des transferts qui rentrent dans le cadre du taux de liaison au sol calculé dans le cadre des aides agricoles. Nous ne l'avons pas encore prévu, mais donc c'est plus une déclaration annuelle de la station de biométhanisation qui le fait directement au niveau de l'administration. Oui. Il y a une question d'Evelien Six. Pouvez-vous élaborer sur les règles concernant les mouvements d'effluents produits en Flandre vers la Wallonie? Est-ce que c'est un agriculteur interrégional? Est-il suffisant de remplir, comme auparavant, la déclaration annuelle en format papier? Alors, il y a un protocole. Donc, les seuls effluents produits en Flandre qui sont autorisés en Wallonie, c'est effectivement pour les exploitations transrégionales qui respectent, enfin, qui répondent aux conditions qu'il y a dans le protocole. Donc, pour faire bref, il y a des conditions de distance. L'étable en Flandre doit être à moins de 25 km de la frontière linguistique. Les terres en Wallonie doivent aussi être à moins de 25 km de la frontière linguistique. Et la distance entre l'étable et les parcelles doit être de 40 km. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a une déclaration annuelle qui se fait donc une fois par an, une fois que l'année est terminée, et donc elle se fera aussi via l'application. Donc pour être reconnu et pour recevoir la déclaration annuelle, il faut être enregistré. Donc tous les agriculteurs qui étaient déjà enregistrés comme producteurs transrégionaux à ce niveau-là auront automatiquement accès à l'application et seront contactés individuellement fin de l'année 2025, début 2026, quand ils pourront faire la déclaration. Donc le module n'est pas disponible avant la date où on peut introduire les déclarations. Et donc, ça restera le même processus qui était actuellement un processus papier. Donc, chaque année, nous envoyons les déclarations par voie postale. Et donc, maintenant, ça sera effectivement informatique. Mais ils ne doivent pas faire d'autre chose sur notre site que la déclaration annuelle. Ok, merci pour cette clarification. Peut-on faire une signature numérique quand on voit qu'on peut avoir la version imprimable? Et peut-on aussi, si on la main, les différents documents? Et peut-être qu'est-ce qu'on fait après des contrats signés? Est-ce qu'il faut les réimporter dans l'application? Alors, il ne faut pas les réimporter dans l'application. Donc, la législation indique que vous devez conserver pendant 3 ans les contrats et les documents de suivi. Et donc, ils peuvent vous être demandés en cas de contrôle par l'administration. Nous, au niveau du service de liaison au sol, on ne va jamais vous les demander, sauf en cas de contestation par une des deux parties d'un contrat ou d'un mouvement. Là, on va vous contacter pour avoir le document signé. S'il est signé, ben, nous ne modifierons rien. S'il n'est pas signé ou si les données indiquées dessus ne sont pas les mêmes que ce qui a été transmis dans l'administration, nous annulons le contrat et les mouvements. Mais donc, il ne faut pas le remettre dans l'application. En ce qui concerne la signature électronique, tout le processus déclaratif dans le cadre du taux de liaison au sol fait partie du projet Simplifagri qui est au niveau du gouvernement wallon. Donc, il y a des analyses en cours pour voir comment simplifier, comment permettre des signatures électroniques. Donc, ça sera peut-être permis à un moment donné, mais ça doit encore être analysé, voir si c'est facultatif, obligatoire. Voilà. Actuellement, il n'y a généralement qu'une seule des deux parties qui se connecte à notre site pour faire le contrat et les mouvements. Et donc, si on passe à une signature électronique, ben, il faudra que les deux y passent. Donc, voilà, c'est en cours. Et si le besoin est relevé dans le cadre de l'analyse du projet Simplifagri, ben, ça sera mis en place ultérieurement. OK. Il y a Enora qui pose la question, doit-on post-notifier les contrats de pâturage? Non, donc au niveau du contrat de pâturage, il n'y a pas de
il n'y a pas de mouvement. Donc, c'est uniquement un contrat que vous devez faire avant la mise en pâture des animaux. Vous déclarez la durée du pâturage prévu. Si vous mettez fin avant, vous faites une demande de résiliation. Maintenant, si vous rajoutez des animaux, vous changez le nombre d'animaux, il faut passer par un nouveau contrat. Voilà, il y a pas de document de suivi comme pour les contrats d'épandage, pardon. Il y a Monsieur Franzen Sébastien qui pose la question, dans une association, une personne autre peut-elle avoir un mandat et si oui, quelle est la procédure? Au niveau... Oui, Oui, je vais laisser répondre, Gilles. oui, une autre personne une personne de l'association peut avoir un mandat. Donc la procédure, elle est ici. Donc c'est bien la personne une personne de l'association qui doit demander le mandat via Paconweb en suivant le schéma ici. Et si la personne n'est pas renseignée dans le CIGEC, elle doit demander un numéro de mandataire auprès de l'administration. Et là, il y a il y a un formulaire à remplir et ça prend une semaine ou deux maximum de traitement. Et puis voilà, derrière, on renseigne le numéro qui est là et la personne autre peut avoir le mandat. Juste pour compléter, donc si c'est un producteur composé de deux personnes A, B qui vont mandater un tiers C, donc la procédure c'est que c'est soit A ou B qui octroie le mandat dans l'application. Donc il choisit le mandataire, il octroie le mandat. Le mandat arrive chez l'autre partie du mandat, donc soit A, soit B en fonction, qui doit confirmer qu'il est d'accord. Et seulement une fois que tous les membres du partenaire ont mis leur accord sur le mandat, ça part vers le mandataire numéro C qui lui va accepter le mandat. Donc ça passe par tous les membres. L'octroi du mandat ne peut pas se faire par décision d'un seul membre du groupement, quoi. Tout le monde doit être d'accord. Oui, je pense que Marc Rutter posait la question dans ce sens. Quel était le délai pour obtenir le statut de mandataire au niveau du CIGEC? Bon, Et c'est voilà, assez rapide. Voilà. Oui, comme je l'ai dit, c'est- oui, Une semaine, c'est ça. oui, c'est ça. il y a un formulaire et l'adresse mail du service d'identification, et donc ça va assez vite à être encodé et octroyé. Il y a Henri Mikils. Est-ce qu'un mandataire peut gérer plusieurs contrats chez divers producteurs? Mais je pense qu'on l'a vu dès le début. Un mandataire peut avoir plusieurs Oui, exploitants. Tout à oui, fait. c'est ça. Mais Par un contre, exploit. Oui, voilà, je te laisse dire. Oui. pas de souci. Par contre, un producteur, s'il mandate quelqu'un une personne pour le LS, ne peut pas mandater plusieurs personnes pour le LS. Donc, si vous mandatez, je prends l'exemple le plus courant, Protecto, pour réaliser les contrats et les mouvements, vous ne pourrez pas mandater une autre personne que eux par rapport à ça. Ok, c'est en effet une précision importante à avoir en tête. Il y a Monsieur Fontaine, François. Y a-t-il un lien dans l'application LS avec les données de l'application Assisé? Il n'était pas là au début de la présentation. Voilà. Il demandait Non, pas au niveau de l'application LS. Donc, les assisés, c'est géré par un autre département. Donc, au niveau enfin, une fois que vous êtes connecté à guichet, enfin, au LS, vous verrez, vous savez arriver dans le guichet de l'agriculture wallonne. Là, il y a l'application partenaire. Et si vous allez voir vos données d'identification dans l'application partenaire, nous, tout ce qu'on reçoit, c'est l'état, effectivement, si vous êtes conforme ou non conforme au niveau de l'assisé. Mais il n'y a pas de lien direct entre l'application LS et l'application assisée ou entre l'application partenaire ou l'application assisée. Alors, il y a Joseph Winan qui demande, y a-t-il un inconvénient à faire un échange de culture annuelle plutôt qu'un contrat de pâturage? Par exemple, un échange pour un an avec une pâture contre une terre de froment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du LS, enfin, et au niveau de la PAC, quand vous déclarez une parcelle à la PAC, vous en êtes responsable du 1er janvier au 31 décembre. Donc, à notre niveau pour le LS, si vous déclarez la parcelle à la PAC et que vous prenez des animaux dessus, vous ne devez pas. Enfin, c'est votre parcelle, donc vous devrez faire un contrat de pâturage, mais elle intervient dans le calcul du LS. Si vous faites un contrat de pâturage sur une parcelle que vous n'avez pas, vous ne faites pas un contrat de pâturage, pardon, sur une parcelle que vous ne déclarez pas. C'est le déclarant de la parcelle qui, aux yeux de l'administration, est l'exploitant de la parcelle sur cette année-là. Donc c'est lui qui doit faire un contrat de pâturage. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si Monsieur Winan veut
enfin, il peut toujours nous poser la question si, en tout cas, la réponse n'était pas forcément claire à son niveau. Il y a encore donc peut-être des collègues qui posent la question. Les agents du SPE-RNE peuvent-ils accéder aux données de l'application LS pour les besoins de service, évidemment, besoin accéder aux données avec des contrats qu'on a créés. Alors, les agents de l'OPW et des services du SPO-RNE autorisés, donc ce n'est pas tous les agents du SPO-RNE, auront accès effectivement en consultation. Ce n'est pas encore en place. La matrice de sécurité est en cours de définition, donc ça sera mis automatiquement sur les profils, le profil d'agents autorisés. Dès que ça se passera en production, tous les agents autorisés auront accès dans le guichet de l'agriculture à l'application LS. Et il y a une question, mais ça, je ne sais pas qui l'a posée. Au niveau de l'administration, à qui le futur mandataire doit-il demander le formulaire à compléter? Mais ça, je ne sais pas Alors, trop. Oui, c'est parce que Guillaume ou Gilles a dit à plusieurs reprises qu'il fallait demander un formulaire à l'administration. oui, Mais voilà, je demandais pour être un peu plus précis dans Pour la l'inscription au question. CIGEC, peut-être. oui. J'ai préparé justement une petite dia de support ici. Donc, quand vous vous connectez à Pacon Web, vous allez sur Mes mandats, je suis mandataire, et alors vous arrivez sur l'accueil mandat. Et donc, en jaune, il y a un PDF, enfin, il y a un lien vers un PDF pour s'inscrire, à compléter, pour s'inscrire comme mandataire. Et donc, une fois complété et envoyé à l'adresse partenaire.opw, on le reçoit et on traitera la demande. Et donc, automatiquement, vous serez enregistré comme nouveau mandataire avec un numéro de mandataire. Ok, merci Est-ce que beaucoup pour la c'est... clarification. Je ne vois plus de questions forcément dans le chat. Je ne sais pas si des collègues ont d'autres questions. Il y a quand même la question, quel est le délai pour obtenir le statut de mandataire, qui n'a pas été répondu, je pense. C'était assez court, une semaine, oui, je pense. c'est une semaine, oui. D'accord, j'ai pas. Hum. Sorry. Et alors, je n'avais pas noté dans la question de Madame Six si la déclaration annuelle en format papier était toujours recevable. Donc pour les producteurs flamands, c'est ça? Donc la question de Madame Six, c'était. Oui, c'est interrégional. Oui, c'est ça. D'accord. Nous, on ne va plus envoyer effectivement de déclaration papier, ça sera par le site internet. Maintenant, si une personne a des problèmes pour se connecter, qu'elle nous contacte et bien sûr, on avisera. Mais en principe, le formulaire papier disparaît. Donc en principe, la réponse est non, quoi. On peut peut-être juste, on a reparlé du contexte, qu'est-ce qu'un agriculteur risque si son taux de liaison est supérieur à 1? Donc il y a 3 impacts possibles. Donc c'est repris dans la conditionnalité des aides agricoles. Donc il peut y avoir une réduction des aides appliquées au titre de la conditionnalité. C'est également repris dans les conditions des aides à l'investissement et à l'installation. Donc là aussi, il peut y avoir des conséquences. Et enfin, comme c'est dans une législation, le code de l'eau, une législation environnementale, ça peut faire l'objet d'un procès-verbal rédigé par la police de l'environnement qui peut aboutir à des amendes administratives. Ouais, merci pour l'information. Donc, auquel cas, on peut conseiller les agriculteurs d'être vigilants par rapport à leur liaison au sol. Guillaume, puis-je te poser une question? C'est des amendes administratives, mais voir également l'impossibilité de soumissionner pour avoir des terrains publics dans le cadre de location de biens publics, je pense. Ça, c'est possible. Je t'avoue, nous, on connaît les sanctions administratives, mais je ne connais pas, voilà, je ne sais pas si c'est repris ailleurs. Ça, je n'étais pas au courant. Je vois que personne n'a noté la réponse à la question. Peut-on faire une signature numérique et peut-on aussi signer à la main les différents documents? Donc, je ne sais pas si elle a été posée ou si on n'a tout simplement pas noté la réponse. Donc, actuellement, il n'y a pas de signature électronique, en tout cas proposée sur notre site. Si l'agriculteur
via via PDF créateur ou autre, des moyens de signature électronique. Ça, s'ils veulent l'utiliser entre eux, ils font ce qu'ils veulent. Nous ne proposons pas encore l'outil, mais comme je l'ai dit, il y a tout un projet de simplification, Simplifagri, qui reprend la démarche liée au taux de liaison au sol, où voilà, il y a déjà eu des rencontres entre le bureau de consultance qui suit ce projet et des agriculteurs, et ça a déjà été évoqué, donc on verra ce qu'il en ressort, et ça sera analysé pour voir si l'administration propose l'outil dans l'application ou pas. Ok. Ben, merci. On vous rappelle donc les prochains épisodes qui auront lieu dans les semaines à venir. Donc la semaine prochaine, c'est sur les aides à l'installation et à l'investissement. Et alors on se retrouve le 8 mai pour parler de la même thématique, puisqu'on fera un petit peu le rappel de ce qui est en lien avec le PGDA, les assisés et le bref rappel de ce qu'il y a derrière la liaison au sol. Le 22 mai, ce sera les calamités agricoles pour les agents communaux. Et alors, le 6 juin, on a replanifié l'événement sur les permis d'environnement. Donc voilà, je remettrai également les liens des prochains épisodes dans le mail si vous souhaitez vous y inscrire pour la suite. Voilà, en tout cas, 5 juin. C'est le 5 juin, 5 pas le juin. 6. Ah oui, pardon. En tout cas, un tout grand merci à vous pour votre participation. Et une belle après-midi à tous alors. Au revoir. Au revoir.